Allez. Bon, c'est pas grave. Donc le descriptif de l'atelier, je ne sais pas si on vous l'a donné finalement, parce que je l'avais fourni pour qu'il soit dans le livre, mais je pense qu'il n'y est pas. Bon, donc l'objectif, c'est de vous faire pratiquer de manière, si possible, fluide, sans qu'il y ait trop d'obstacles, des outils numériques en contexte pédagogique. Et j'ai choisi pour vous, en fait, un ensemble d'outils numériques qui sont plutôt des facilitateurs de l'interaction pédagogique. Alors ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter le diagramme. Vous savez, à un moment donné, je suis passé vite sur un diagramme, qui est un diagramme en fait qui me permet d'expliquer l'approche que je souhaite développer en classe en général, et qui montre en fait qu'au centre, la préoccupation de l'enseignant, c'est l'interaction. C'est-à-dire que souvent, les enseignants qui discutent en salle des profs et qui se plaignent un peu de leur classe, c'est oui, mais ils sont un peu amorphes, j'arrive pas à les mettre en contexte de travail, ils sont lents à se mettre en route, etc., etc. Donc en fait, on comprend là derrière qu'on cherche à développer l'interaction. Bon, simplement, il y a un processus à mettre en œuvre pour y arriver. C'était l'objet du diagramme de ce matin. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'objectif de cet après-midi, mais en tout cas, je vais vous montrer des outils numériques qui, scénarisés dans des pratiques pédagogiques, peuvent nous aider à atteindre ces objectifs. Alors, atteindre ces objectifs, ça veut dire simplement que quand on utilise ces outils, on doit y trouver une forme d'amplification. C'est-à-dire que si vous mettez un outil numérique dans votre pratique pédagogique et que vous perdez du temps et que vous ne voyez pas de gain en matière d'intérêt ou d'apprentissage, ce n'est pas la peine de le mettre. D'accord ? Donc on cherchera à chaque fois à savoir qu'est-ce qu'on y gagne. C'est un peu ça le truc, qu'est-ce qu'on y gagne, quels sont les leviers qui nous poussent à continuer. Alors ça s'adresse à tout le monde. Y a pas... Alors effectivement, je vais vous mettre dans une approche BIOD, c'est-à-dire que vous allez tester vos appareils numériques, et cette approche BIOD ne peut fonctionner qu'à partir, on va dire, du collège. En France, à 13 ans, ils commencent à être bien équipés. Éventuellement, vous pouvez avoir 4-5 tablettes dans la classe pour combler les manques, c'est-à-dire faire en sorte d'équiper les élèves qui n'ont pas de téléphone. Et après, au-delà, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un ensemble d'outils numériques durant cette découverte en 1 heure. Et alors, vous pouvez les tester ou pas. Je vous laisse libre de le faire, sachant que je ne mets pas de notes. Donc, ça veut dire que si vous avez envie juste d'écouter, vous pouvez juste écouter. Il me faudra un minima 2-3 qui montrent aux autres que ça a l'air simple à faire et que ce n'est pas trop dur à mettre en place. Voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est déjà vous renvoyer une image de vous-même. Alors, en général, je le fais en amphi, mais ce matin, on n'avait pas le temps. Donc, ce que je vous demande, dans un premier temps, c'est de vous connecter à socrative.com, le lien qui est là-haut, en bleu. Et une fois que vous serez connecté à ce site, socrative.com, de choisir le login étudiant, student login, et il va vous demander le nom de la salle dans laquelle vous voulez rentrer, et vous allez taper Talk. Donc ça, c'est la première activité que je vous propose, et qui va m'apporter de l'info sur vous, mais qui en même temps vous montre l'intérêt de scénariser de l'interaction pédagogique, parce que ça vous montre que je peux facilement interagir avec vous pour vous poser des questions à tout un chacun, avec en plus l'intérêt de l'anonymat, et là je pense que vous le saisissez, l'intérêt de l'anonymat. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'en pédagogie, on sait que l'anonymat, c'est quelque chose d'important. L'élève timide n'aura pas tendance à formuler des réponses, même si il la connaît, la réponse. Vous arrivez à vous connecter à Socrative ? À rentrer dans la salle Talk et accéder au questionnaire ? Bon, donc je vous laisse répondre à ça rapidement. Voilà, ici, en fait, je peux voir vos progrès. Donc, vous vous voyez en train de répondre. Papier calque. Wow. Donc là, j'ai choisi d'en faire un quiz, un questionnaire anonyme. Bien entendu, l'outil permet, dans sa version de base et gratuite, de faire des questionnaires nominatifs et donc d'évaluer, de faire une évaluation réelle, nominative, pour faire un retour sur l'apprentissage de chacun. Donc, c'est déjà une forme d'individualisation, puisque là, si j'avais posé la simple question, je n'aurais pas eu les réponses de tout le monde. Je n'aurais pas pu non plus en tirer des statistiques facilement. Là, vous allez voir que, en beaucoup moins de temps, en fait, je vais
en tirer un enseignement beaucoup plus riche. Ce qui n'enlève pas l'intérêt du papier dans une boîte, hein, et le dépouillement manuel. Voilà, donc j'ai déjà quand même bon nombre de réponses. Ça veut dire que, déjà, vous avez envie de participer, ça c'est bien. Après un déjeuner, c'est toujours louable. Merci de votre investissement. Bon, ça veut dire que je vais avoir des réponses plus riches. Et je peux déjà commencer à les regarder au fur et à mesure que vous finissez de répondre. Vous voyez qu'à la question quelle est votre activité professionnelle, à cet instant présent, vous semblez être plutôt relevant de l'enseignement secondaire, ou supérieur d'ailleurs, ce qui est étonnant, puisque je n'aurais pas cru, d'après les oui-dire. Et puis ensuite institutionnel, donc chef d'établissement, et ce qui est bien, puisque quand le dirigeant est sensibilisé à la politique éducative ou le projet d'établissement à mettre en œuvre, ça simplifie énormément les choses. C'est un des gros leviers de réussite. Alors question 2. Que pensez-vous de l'utilisation d'appareils numériques en cours, ordinateur, tablette ou smartphone? Vous êtes très très favorable, ce qui n'est pas étonnant, parce que ce matin vous avez beaucoup levé la main sur la question de Alfredo Mondada. Donc on a vu que vous étiez très geek finalement, des programmeurs, etc. Et c'est bien. Maintenant il va falloir essaimer cette culture. Êtes-vous favorable à l'utilisation en classe d'appareils numériques apportés par les élèves ou étudiants? Donc là, on a une approche BIOD, Bring a Device. Donc chacun vient avec son matériel et on utilise ce qu'on a, ce qui évite des politiques d'équipement très onéreuses de la part des établissements scolaires. Et notamment, c'est des approches qui sont bien utilisées à Québec ou ailleurs. Ils ont bien compris le confort qu'on peut éprouver à pratiquer le numérique sur un environnement qu'on connaît bien. Quand c'est sa machine, on l'a personnalisée, on la connaît bien. Voilà, donc oui, vous êtes très favorable à ça, avec un pourcentage quand même de 15% qui ne sait pas. Bon, on est là pour répondre à des questions, donc n'hésitez pas. Avez-vous organisé une visioconférence? Alors là, je suis en train de lister, vous avez vu, un certain nombre d'outils qui sont investissables en pédagogie active et aussi en pédagogie à distance, c'est-à-dire en pédagogie à travers le numérique. La visioconférence, ça nous permet de faire du synchrone à distance. Et on voit, alors c'est encore en train de répondre, donc les réponses bougent, mais pour 31%, vous êtes pratiquant de Skype. Et à peu près autant qui ne pratiquent pas la visioconférence. Donc on voit que c'est un outil qui... un outil assez inégal dans sa répartition. Êtes-vous favorable à l'utilisation en classe ou en cours des réseaux sociaux? Donc là, vous hésitez, vous avez besoin d'informations, c'est normal, c'est pas prévu pour. C'est pas un outil pédagogique à la base. Simplement, on en comprend le potentiel éducatif déjà parce qu'il est bien utilisé par les jeunes. Donc on essaye d'investir leur domaine ou leur... comment dirais-je? Là où ils aiment bien être. Et des fois on a raison, des fois on n'a pas raison. Parce qu'il faut aussi les laisser entre eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours aller là où ils sont. Il faut aussi les laisser s'exprimer entre eux. Et il ne faut pas chercher toujours à être dans leur groupe. Par contre, avoir un groupe qui permet d'échanger avec les enseignants, ça c'est bien. Sauriez-vous expliquer le concept de formation hybridée? Non. Alors j'en ai un petit peu parlé ce matin. C'est du moment que, en fait, par exemple, on arrive à isoler dans une séquence de cours globale des parties qui sont assez faciles à acquérir seules, par de la lecture, par de la vidéo, etc., des parties qui nécessitent réellement un accompagnement, parce que les concepts sont un peu plus obscurs et ils nécessitent de l'accompagnement et de la démonstration de l'enseignant. À ce moment-là, on peut très bien isoler à distance les parties simples, sous forme de vidéo ou de lecture, et ainsi économiser du temps présentiel pour passer plus de temps à accompagner les élèves sur leurs difficultés. Voilà, ça c'est l'hybridation présence-distance. Il y a plusieurs formes d'hybridation, une des plus simples à comprendre étant celle-là. C'est l'hybridation donc entre la présence et la distance. Qu'est-ce que je garde en classe et qu'est-ce que j'extrais de la classe? On pourrait y passer plus de temps. C'est un concept qui est un peu plus complexe. Sauriez-vous expliquer le concept de classe inversée? Alors la classe inversée, elle s'appuie sur l'hybridation dont je viens de parler, et notamment dans le fait de faire classe à distance, à la maison, sur les choses simples qui n'ont pas besoin d'être très accompagnées. Et là, vous connaissiez le concept, donc ça va bien. Est-ce que vous sauriez expliquer ce qu'est un MOOC? Oui, très bien. Donc un Massive Online Open Courses, donc les cours en ligne ouverts
où tout un chacun peut se former à son rythme le plus souvent et à peu près quand il veut, et avec un accès à des universités prestigieuses à distance. Ça révolutionne le monde de la formation continue, et notamment à l'étranger, dans des zones défavorisées. Il faut bien en avoir conscience. Suivez-vous ou avez-vous déjà suivi un cours en ligne? Oui, pour beaucoup, c'est bien. Donc ça veut dire que vous pouvez en témoigner de l'efficacité et aussi de l'inefficacité des concepts, sachant que tout n'est pas rose non plus. Le défi de réinstaurer de la présence dans la distance est le défi quotidien des gens qui fabriquent de la formation à distance. Utilisez-vous des quiz durant vos cours? Oui, sur ordinateur. Oui, en version papier aussi, vous voyez beaucoup. Donc c'est bien, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Simplement, si je devais revenir là-dessus, 2 secondes, qu'est-ce que ça va m'apporter de passer par un outil comme celui-là par rapport au quiz papier? Dites fort parce que je pense que tout le monde ne vous entend pas sinon. La rapidité du traitement, vous avez vu que pour moi c'était fluide. Combien de temps il aurait fallu pour récolter vos papiers, pour les dépouiller, pour en faire des statistiques? C'était l'heure qui était mangée, quoi. Donc là, je peux dire j'ai une amplification par le numérique. S'il y en a un qui arrive à me démontrer que je fais moins bien avec le numérique, qu'il vienne et qu'il me le démontre. Et systématiquement, moi, j'aurais tendance à conseiller aux enseignants que quand ils voient un usage amplificateur par le numérique, ils peuvent le mettre en place. S'ils ne voient pas de gain, évidemment, s'ils voient de la perte, ce n'est pas la peine. Donc le numérique, à tout prix, non. Le numérique qui amplifie, oui. D'où l'intérêt de s'intéresser à sa pédagogie, voir ce qu'on veut faire. Et si on peut l'amplifier avec un outil numérique, on amplifie. D'autres amplifications apportées par cet outil? Hein? Vous en voyez d'autres, en dehors du fait que j'ai gagné du temps? Parce qu'il y en a d'autres, hein? Notamment, s'il y a des personnes, imaginez, qui m'écoutent à distance, là. Ben, elles peuvent faire le même boulot que vous. Elles peuvent collaborer, comme vous. Elles peuvent répondre au quiz. Donc imaginez qu'on était diffusé, là, à la radio, à la télé, sur Internet, dans des cyberbases ou autres. Ben, elles auraient pu répondre exactement comme vous. Cette amplification-là, vous ne l'avez pas, sinon. Donc le numérique permet d'étendre, d'éliminer les frontières de classe. Donc là, j'aurais très bien pu hybrider mon cours en présentiel avec vous et puis à distance avec des gens qui seraient ailleurs, de la même manière. C'est une autre forme d'amplification apportée par ça. La troisième amplification, quelle est-elle par rapport au fait que je vous pose une question oralement? La timidité, c'est ce que je disais juste avant, le fait d'adresser tout le monde, c'est-à-dire d'avoir un feedback global de la classe. Puisque classiquement, quand on pose une question, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qui lève la main? Ceux qui savent. Donc en général, il y en a 3-4 là devant, qui ont écouté, qui ont eu la pertinence de réagir suffisamment vite, qui ont levé la main, qui connaissent une réponse, elle n'est peut-être pas bonne, mais en tout cas, ils ont envie de la donner, et qui participent. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Oui. Aucune interaction, voire même au-delà, ils ne se sont même pas posé la question. Vous savez que tout le monde ne réfléchit pas avec la même vitesse, surtout par rapport à l'antériorité du concept pour eux. Si c'est un concept nouveau, bah, ils n'ont pas de réflexion dessus, donc rien qui va sortir spontanément. Si maintenant ils avaient déjà des bases, bon, il y a quelque chose qui peut sortir, mais ils n'ont peut-être pas écouté, ou ils sont peut-être moins concentrés. Oui, vous vouliez dire? Si c'est des élèves à besoins particuliers, voire très particuliers, ne serait-ce que dysphasie, oui. Il n'y a pas de support visuel à l'oral, donc ça peut très bien toucher un plus large spectre. Exactement. D'élèves. Alors maintenant qu'on a défini les défauts de la question directe, quand je pose une question directe, il y a ce défaut-là, c'est que grosso modo, je fais travailler 3 personnes dans une classe de 30. C'est pas efficace. Or, on sait que la question, c'est quand même un des outils principaux du pédagogue. Comment je pourrais, sans numérique, parce que j'aime bien aussi qu'on élabore des solutions sans numérique, celle-là, elle est parfaite, hein, elle marche très bien, mais c'est pas la panacée. Puis des fois, j'ai pas envie de projeter ou j'ai pas le matos, bon, pas Internet, les étudiants sont pas connectés. Donc si j'ai pas ça, comment je peux faire une question directe qui soit utile à tous? C'est-à-dire reprendre un peu la métaphore de ça et arriver à adresser tout le monde avec un questionnement direct. Vous avez une méthode? Non? Personne? Dylan Williams, vous pouvez noter si ça vous intéresse. No ends up except to ask a question. Alors, il a théorisé ça. C'est un chercheur en éducation, hein, Dylan Williams. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est que voilà ce qu'il fait en classe. Il dit « Je ne veux pas voir de main levée
sauf si vous posez une question. C'est-à-dire que l'élève pose une question, il lève la main, mais il ne lève pas la main si c'est le prof qui pose la question. D'accord? Donc ça, c'était la traduction littérale de ce que je vous ai dit en anglais, avec mon superbe accent. Vous avez vu que je fais mieux que M. Dominique ce matin, quand même. Hein. Nettement mieux. Hein. Pardon, Dominique. Et le scénario qui s'instaure sur la question directe est le suivant. C'est-à-dire que l'enseignant, en début de l'année, donc Dylan Williams, dit à ses élèves, vous ne levez pas la main quand je pose une question, vous réfléchissez à la réponse, vous vous mettez par deux, vous vous groupez systématiquement quand je pose une question, vous vous groupez par deux, vous réfléchissez à la question, et moi j'interroge quelqu'un pour avoir la réponse. Vous voyez la différence que ça fait? C'est que du coup, ils sont obligés d'interagir, de discuter, donc ils négocient la solution, parce que des fois, ils ne sont pas d'accord, donc ils font un conflit socio-cognitif, comme on l'appelle, et ils élaborent une réponse commune, et puis ils ne savent pas sur qui ça va tomber. C'est pour ça qu'ils se mettent au travail. Comme ils ne savent pas sur qui ça va tomber, ils disent « Ouh, là, si ça tombe sur moi, il faudrait peut-être que j'ai un truc à raconter. » Donc ils vont à minima chercher un truc à raconter. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a bossé. Simplement, l'enseignant a perdu 1 minute. Mais il a fait travailler tout le monde. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Absolument finir tout ce que vous aviez à dire, ou faire travailler vos élèves et les faire apprendre. La dualité, elle est là. Donc, pensez à ça, ce scénario de la question directe, mais qui fonctionne, qui est très pragmatique et très efficace en classe. Et puis sinon, son amplificateur numérique, qui est le quiz que je viens de vous montrer. Alors, la pédagogie active. Alors, je vais accélérer là-dessus. Maintenant, vous avez compris. En plus, on sait que vous êtes déjà bien là-dedans. J'ai vos mails, ça va me permettre de travailler la suite. Et vous avez dû prendre ce lien-là. Vous l'avez dû le copier-coller et ouvrir la page, normalement. Et je vais terminer ce quiz. Je vais obtenir le rapport, la classe Excel. Alors, je peux avoir le PDF de chaque étudiant, etc. Bon, vu que là, c'est anonyme, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et je vais télécharger ça. Si ça marche, ça m'a l'air bien. Voilà. Ça me permettra tout à l'heure d'aller chercher vos mails pour vous inscrire sur des outils auxquels que je voudrais vous faire découvrir et dans lesquels on va collaborer. Voilà, donc vous voyez que là, très vite, avec un outil simple, alors ce matin, on parlait de, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'outil qui vous a permis de poser des questions. Bon, ce n'est pas des outils complexes à mettre en œuvre. Et puis finalement, j'ai collecté très vite une grosse masse d'informations, y compris vos emails. Et ça, ce n'est pas neutre, parce que ça me permet de très vite mettre en place une suite collaborative d'outils dans lesquels vous êtes inscrits. Alors que sinon, pour collecter vos emails, ça m'aurait pris du temps aussi. Voilà. Donc c'est l'enchaînement que je voulais vous montrer dans cet atelier aussi, un enchaînement d'outils qui peuvent permettre de faire plein de collaborations différentes avec une suite logique. Ok, donc Socrative, c'est bon. Vous avez accédé à ce document, donc normalement, soit par le lien copié, soit par le fait de l'avoir pompé ici. Donc normalement, je vous demande maintenant d'être connecté à ce document pendant tout l'atelier, donc vous ne fermez pas cet onglet, puisque c'est mon cours. C'est-à-dire que mon cours, si un élève me demande, même si on va l'avoir le support, je dis non, tu l'as déjà. D'accord? Et en début d'année, en fait, je fais une archive tout de suite de documents numériques, et ils ont absolument tous mes cours de l'année dedans. Donc, quand un élève me dit « Monsieur, on va l'avoir, le support », je lui dis « Tu l'as déjà. Et tu vas me reposer la question et je te répondrai la même chose. » Donc après, fatalement, il y en a qui reposent la même question, parce qu'il y a un phénomène d'oubli. Puis après, ils ne me posent plus jamais la question. Ils vont chercher les documents. Oui? Donc, c'est aussi bien toute la présentation, par exemple, que vous avez faite ce matin, tous les slides, on peut les trouver dans votre cours d'aujourd'hui. Les organisateurs les ont, hein, et ils vont vous les remettre. Voilà, mais je ne savais pas sous quelle forme. Un PDF? Il y aura un lien. Oui, vous allez avoir les PDF. Ah ben, j'imagine, oui. Okay. Oui, c'est prévu. Après, vous n'êtes pas mes élèves, donc on n'a pas un espace collaboratif. Mais bon, après, vous venez me voir, je partage une carte de visite. Pas de souci. Donc, vous êtes sur ce document, et je vous vois d'ailleurs ici, hein, vous voyez, il y a tout un tas d'animaux plus prestigieux les uns que les autres qui participent à ce document. Donc, bravo de l'avoir rejoint. Et la première chose que je pourrais travailler avec vous, alors, si on avait le temps, on le ferait réellement en se donnant le temps de la réflexion. Simplement, là, on va juste l'ébaucher. Et c'est pour ça que j'ai laissé en rouge, en fait, ce qui avait été fait lors du dernier atelier, pour que vous compreniez, en fait, la matière qui s'est créée. C'est-à-dire que si maintenant, imaginez que vous êtes donc des formateurs, et donc moi, je suis en formation de formateur, et je dois vous former ou vous aider à vous questionner sur la pédagogie à l'ère du numérique, dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, j'aurais pu commencer ce module de formation par qu'est-ce qu'une pédagogie active?
Et puis, une deuxième question, quels sont les besoins et usages technologiques que ça pourrait générer que de mettre en place ces pédagogies actives? Et donc, je vous fais co-construire le contenu en réponse à ces deux questions, par groupe de 3. Et puis après, vous me les faites remonter dans ce document, et puis on débat pour se mettre d'accord sur des définitions communes. Donc là, je vous mets, tout en vous faisant réfléchir sur qu'est-ce qu'une pédagogie active, je vous mets dans une forme de pédagogie active. C'est-à-dire que c'est bien beau de parler des choses, mais c'est mieux de les faire vivre. Donc faites-les vivre plutôt qu'en parler. Donc là, vous êtes dans une posture où vous pouvez le faire. Alors, on n'a pas le temps de se grouper, d'entamer une réflexion, et puis après de synthétiser pour le remonter là, parce que sinon je ne vous montrerai pas les outils que je voulais vous montrer derrière. Donc ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais ce que je voudrais que vous montriez, les quelques-uns qui sont connectés, c'est que vous pouvez tout à fait écrire dans ce document pour compléter la définition. Donc faites-le. Les personnes qui sont connectées, là on voit quelques curseurs de différentes couleurs. Donc c'est pour vous montrer que moi, mes mains, elles sont là. Donc c'est pas moi qui bosse là. D'accord ? Et vous êtes en train de co-rédiger un document. Alors ce document, il est spécifique. Il a une forme tout à fait spécifique, qui est celle du papier, c'est-à-dire linéaire. Là, on rédige dans une forme linéaire d'idées qui s'entassent sous forme de lignes. Après, on va faire des collaborations qui ne seront plus linéaires, dans d'autres outils. Et mon objectif, c'est de vous montrer en fait une complémentarité d'outils numériques avec des formes cognitives différentes. Celui-là, cognitivement, il est linéaire. Alors, on peut faire du chapitrage, on peut faire des choses, mais ça reste linéaire. Donc vous avez écrit des choses ? Bon, vous avez vu, ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire que je ne vous connaissais pas plus que ça il y a 5 minutes, et puis 5 minutes après, on est en train de co-rédiger un document ensemble. Moi, je pourrais m'y mettre aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça change, ça, par rapport au fait de prendre un bon vieux bout de papier et puis que chacun écrive dessus la synthèse en trinôme? Qu'est-ce que ça change? Ça évite une énorme prise de notes de tout ce qui a été dit avant par Oui. l'élève. Il peut participer en ajoutant le point, mais tout en voyant tout le reste, sans perdre du temps à tout recopier. Il a déjà le support, donc il y a une adéquation des dispositifs. Quoi. Bien. Et à ça, on pourrait rajouter l'enrichissement mutuel. C'est un groupe, quand il a commencé à mettre des idées, ça challenge les autres. Ah, ils ont bossé, eux. Déjà, premier phénomène, puis deux. Ah, cette idée, ah bah oui, paf, ça les fait rebondir sur d'autres idées. Donc c'est l'enrichissement mutuel des groupes qui fait que, alors en général, je fais groupe 1, groupe 2, groupe 3, comme ça ils se challengent et puis ils restent à mettre leurs idées dans leur truc, donc ça les challenge. Puis à la fin, on fait une synthèse. Et c'est eux qui la font. Hein. C'est-à-dire que moi, je bosse pas, je fais qu'alimenter en fait leurs idées. Je dis, mais t'as pensé à ça? Ah, tiens, ok, pas mal. Et à la fin, donc, je leur dis, bon, maintenant, vous me chapitrez tout ça et vous me faites un document de synthèse qui servira de support de cours. Donc, je fais en sorte que dedans, il ne manque rien, en les challengeant sur les idées qu'ils n'ont pas eues, tout simplement. Donc, on traite les deux questions, ils co-rédigent et ils co-élaborent le document, qui est un document, je le rappelle, linéaire. Et vous voyez qu'en même temps, ça me sert de support de présentation. Donc, ça m'évite de passer d'un PowerPoint à un autre truc. Il y a un bout, et c'est eux qui l'ont fait, l'autre bout, c'est moi qui le commente. Puis on reste dans un univers numérique assez simpliste, où tout le monde est dedans, en fait, et puis on peut y interagir assez naturellement. Alors effectivement, s'il y a un élève pénible, il pourrait m'effacer mon truc, là. Hein? Bon, après, en général, quand je fais ça avec mes classes, elles sont loguées, les classes. Déjà, pour éliminer les problèmes de confidentialité de données. Et puis, comme ça, mon document, je peux bien le rendre robuste, parce que là, à la limite, il est assez ouvert. Vous pourriez donner le lien à d'autres personnes et faire en sorte qu'elles nous embêtent. Donc là, bien sûr, j'ai ouvert au maximum. Alors, pas au maximum, hein. On ne peut pas trouver le document si on n'a pas le lien. Mais si vous donnez le lien, vous pourriez tomber sur des nuisibles. Bon, si vous le faites dans une classe, ce que vous faites, c'est que vous prenez les liens et puis vous les déclarez en partage uniquement sur les mails. Et là, on a sécurisé, on a créé un écosystème privé. C'est ce que je fais, bien entendu. Alors on va continuer avec d'autres démonstrations. Donc déjà, le document partagé pour la rédaction collaborative, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Vous vous confrontez à un écueil, c'est que quand vous faites un Google Doc, il vous fait un lien, vous voyez, qui fait 85 caractères comme ça. Là. Donc si vous le projetez et puis vous dites aux élèves, allez-y, connectez-vous. Je vous mets au défi d'arriver à taper le lien juste. C'est humainement impossible, quoi, taper un lien juste aussi long. Donc il faut au moins savoir réduire un lien. Est-ce que vous savez faire? Si vous savez faire, je passe. Réduire un lien. Non? Bon, je montre? Allez. Donc, je reste dans l'écosystème Google, hein, mais bien entendu, si vous tapez raccourcisseur de lien dans n'importe quel moteur, vous avez une infinité de sites qui le font. Bon, simplement, vu que j'ai commencé par Google Docs, je reste dans cet écosystème. Et donc, je vous donne le site goo.gle, vous voyez, qui est en deux, là, de goo.gl, donc vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Et il suffit de prendre le lien long, en fait. Alors, le lien long de mon Google Doc, c'est celui qui est dans la barre, hein, tout simplement. Et puis, d'aller sur un site raccourcisseur.
Voilà, Google URL Shortener, donc raccourcisseur de lien. Vous copiez votre lien long et vous faites shorten. Et il apparaît dans la liste ici, le lien long, le lien court. Vous cliquez sur le bouton, vous copiez le lien court et vous êtes en train de reconnaître ici le lien court que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas le refaire parce que c'est le même document. Hein. Ça voudrait dire faire deux liens qui pointent au même endroit. Mais voilà, vous avez juste à coller le lien long et lui, il vous fournit un lien court qui correspond à ce lien long. Et en plus, il vous donne des fonctionnalités supplémentaires, amplification. Elles sont là. C'est-à-dire qu'il vous permet de savoir combien de clics vous avez eu et la date. Ce qui est très pratique quand vous hébergez un cours et que la ressource n'a pas changé. La ressource n'a pas changé, donc vous avez les consultations des années précédentes. Mais si vous voulez réutiliser la ressource et puis savoir comment elle a été consommée cette année, bah vous mettez un raccourcisseur de lien dessus et lui il va vous faire la stat uniquement par rapport à ça. Donc c'est pratique pour une espèce de cours en ligne ou une capsule vidéo de savoir si elle a été bien vue, etc. Et puis il vous fabrique aussi un code barre, si vous voulez, un flash code ici, vous voyez, QR code, que vous copiez-collez en tant qu'image dans votre document. C'est ce que j'ai fait ici, hein, là-haut. En fait, ce QR code-là, il est extrait de là. Ça veut dire que si vous avez la flemme de taper ce lien, vous pouvez flasher ça avec votre téléphone, puis ça va vous taper ce lien-là. D'accord ? Donc tout ça est fait par goo.gle. Ou par n'importe quel raccourcisseur de lien, bien entendu. Donc ça, il faut savoir le faire. Donc là, je suis en train de vous montrer des outils qu'il faut absolument connaître, que tout pédagogue devrait connaître s'il a envie de faire un petit peu de numérique dans sa pédagogie, sinon c'est pas la peine. Mais s'il a envie un petit peu d'amplifier, il faudrait qu'il connaisse un peu les différents outils que je vais vous montrer, qui sont vraiment les bases de l'interaction pédagogique. Avec ça, on fait à peu près tous les scénarios pédagogiques. Okay. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller très loin. On aura fait le tour en à peu près 1 heure. Alors, co-réfléchir maintenant et relier les concepts, puisque, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le Google Doc, le document texte, de manière plus simpliste, le Word, c'est une structure linéaire, cognitivement parlant. On additionne des phrases les unes sous les autres, des paragraphes. Maintenant, on va réfléchir avec un concept ou une approche différente, qui est la carte mentale. Donc, vous en avez entendu parler un peu ? Mind map, bon, voilà. Carte conceptuelle. Donc il y a différents termes avec des petites subtilités qui ne sont pas de l'intérêt aujourd'hui. Et donc on va faire ça aussi. C'est-à-dire qu'imaginez que vous vouliez faire réfléchir à une carte collaborative à distance ou en classe. On va le faire maintenant. Donc vous cliquez sur le lien carte de l'atelier. Par contre là je pense qu'il va falloir que je vous inscrive. Hein. Alors, je vais aller chercher mon Excel. C'est-à-dire que vous pouvez la voir, mais je pense que vous ne pouvez pas y participer. Ah oui, ça va poser gros problème, par contre. Alors, Windows. Le fichier Excel, Oui. il est accessible dans le navigateur tout en bas, dans la zone de téléchargement. Bon, je pense que ça doit être celui-là. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Le problème, c'est que l'écran est tellement raccourci par la vidéoprojection, ça pose un réel souci, ça. À chaque fois, les résolutions des vidéoprojecteurs sont en décalage par rapport à nos usages maintenant et aux écrans qu'on a. Hein, Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette colonne, si j'y arrive. Bon, j'en ai pas... Ah si, il y en a un peu plus là. C'est pas grave, on va tout copier, si j'y arrive. Parce que, voilà, c'est le problème de résolution d'écran. Donc, CTRL-C. Et si je viens ici maintenant... Alors, il aurait fallu peut-être que je me connecte. Non, c'est pas ça. Alors, je vais faire Google It, je vais enlever ça. Alors, je dois l'avoir peut-être aussi ici, sinon, voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter, en rentrant vos adresses mail. Alors, est-ce qu'il a pris... Je ne sais pas s'il a pris. Non, il n'a pas l'air de vouloir les prendre. En principe, ça prend. Hein. Si je fais comme ça...
il ne prend pas. Oui, bon, d'accord, je vois. En fait, c'est la version de texte qui ne veut pas... Ah oui, c'est activer la modification qui me manquait. D'accord. Donc là, peut-être que ça va se remettre à marcher. On est vite handicapé avec peu de résolution d'écran. Alors, voyons. Oui, il ne l'a pas pris non plus. Bon, on va faire différemment. On va la faire une par une. Voilà. Donc vous recevez une invitation, vous pouvez collaborer sur la carte. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller et commencer à ébaucher le concept. Donc ça veut dire que si je vous pose les mêmes questions, qu'est-ce que la pédagogie à l'ère du numérique, qu'est-ce qu'il faudrait comme outil, voilà, qu'est-ce que pour vous un bon cours, vous pourriez aller commencer à le conceptualiser sous forme de carte. Donc essayez d'écrire quelque chose déjà. Je ne me rappelle plus qui est-ce que j'ai mis. Bon, de toute façon, il suffit qu'on voit un ou deux collaborer, ça va suffire. Donc je vous ai fait cette carte, vous voyez. Alors, le problème, c'est que elle est vraiment affichée grosse. Voilà, on va réduire dans le navigateur un peu à cause de la résolution. Bien, et ce qu'il faudrait donc, c'est qu'une des personnes que j'ai invitées montre que en fait, c'est pas très compliqué d'éditer. Est-ce que vous arrivez à y entrer? Bon, ben, montrez par exemple sur un bon cours, là, vous cliquez sur une bulle et vous tapez quelque chose. Ah, j'ai pas vu. Il faut être à droite, il faut juste mettre l'écran sur les outils numériques. Ah, d'accord. Allez, on y va. Alors, mettez-en un autre qu'on voit apparaître en live, parce qu'on pourrait très bien dire « Ouais, mais celui-là, il était déjà avant le cours, c'est de la triche. » Allez-y, mettez autre chose en dessous. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, la réflexion qu'on a menée, qui était sous forme linéaire dans un outil texte, elle peut être, cette fois-ci, conceptuelle, c'est-à-dire relier les concepts entre eux avec un certain positionnement géographique dans l'espace. Et donc ces liens sont importants, parce que quelque part, quand on travaille sous forme de carte conceptuelle, ça veut dire qu'on est un petit peu dans la schématique du cerveau qui relie des concepts de la même manière. Donc ça veut dire qu'on réfléchit différemment quand on fabrique une carte mentale que quand on rédige un texte. Et ça peut être productif de faire un peu des deux. C'est bon? Ça peut être très utile par rapport à toutes les inférences. Oui, exactement. C'est ça. Vous avez mis autre chose, non? Oui, vous avez vu en live, elle a mis. Hein? Très bien, merci. Donc, essayez de bouger une branche pour voir, c'est-à-dire que vous attrapez comme ça une branche et puis vous la bougez comme ça. Alors, je ne sais pas sur téléphone si c'est simple à faire, hein, parce que l'interface tactile est un petit peu différente de la souris. Donc, si vous le faites sur ordinateur, ça sera plus facile à voir. Ah oui, ça marche. C'est bon, vous l'avez bougé? Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, ajouter des branches, enlever des branches, taper des bulles, relier des concepts, c'est très facile, c'est collaboratif. Bon, en dehors du petit bug des copier-coller de mails où il fallait que je m'adapte à ce nouveau contexte de résolution d'écran. Bon, bah, assez vite, je pourrais tous vous intégrer dedans et à ce moment-là, on collaborerait à fabriquer une carte conceptuelle qui répondrait aux mêmes questions que précédemment, mais avec une approche cognitive différente. Des questions par rapport à ça avant que j'enchaîne? Non, ça va? Donc on a collaboré sur un texte linéaire, on a collaboré sur une carte mentale non linéaire. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est la métaphore du mur d'images avec Padlet. Donc je vous encourage à cliquer sur ce lien. Et donc on se retrouve sur un Padlet que j'utilise, alors c'est pour ça qu'il y a un peu n'importe quoi dessus, que j'utilise en cours pour démontrer comment il fonctionne. Puis après on crée des Padlets avec des fonctions pédagogiques spécifiques. Je vais vous en montrer un par exemple qui est la fonction de trobinoscope et déglaçage en début d'année. Voilà, puis qui sert aussi de support de cours. Donc là, ça veut dire que quand vous vous êtes connecté sur ce Padlet, normalement vous pouvez ajouter aussi du contenu, mais là, ce n'est pas la métaphore du texte, ce n'est pas la métaphore de la carte conceptuelle, c'est la métaphore du tableau de liège sur lequel je viens punaiser ou du tableau blanc sur lequel je colle un post-it. Mais avec un petit peu d'amplification, comme vous allez vous en rendre compte, puisque je peux mettre de la vidéo, du son, des images, du texte bien entendu. Et puis, je vais pouvoir aussi voter.
Donc l'outil de ce matin de vote, on peut le remplacer par ça, si vous voulez. Parce que vous voyez que j'ai configuré pour qu'il y ait des petites mains. Alors je pourrais configurer pour que ce soit plutôt des étoiles, et puis on va classifier, on va mettre 5 étoiles, 4 étoiles. Ou je pourrais plutôt mettre une fonction like, juste pour qu'on dise je like ou je like pas. Donc ça veut dire qu'on peut le rendre doublement collaboratif. Il y a la collaboration de partager les médias qu'on a trouvés pour enrichir le sujet. Imaginez en SVT, sortie forêt, machin. Bon, vous me représentez toutes les feuilles que vous avez photographiées, vous dessinez ça sur un arbre. Bon, on met un dessin d'arbre au milieu, puis ils vont coller ça, les racines, les noms, les trucs. Puis c'est eux qui font tout. Ils collent les photos qu'ils ont prises en sortie, ils les commentent, ils disent ça c'est érable, ça c'est machin, ça c'est truc. Et puis après, les autres élèves viennent dire juste, faux, ou like, pas like, ou ouais, je vote pour, je vote contre. Et puis on peut savoir le nombre de personnes qui ont voté pour ou contre. Donc ça veut dire le nombre de personnes qui font faux, qui font juste quelque part aussi. Hein. Oui ? Et on peut adapter l'échelle de gradation, par exemple, si on a envie de voir comment on s'auto-évalue. Si nous, on veut faire des statistiques, on peut rajouter. Oui. Okay. C'est-à-dire que tout le monde peut voter. Je ne sais pas si ça... Voilà. Et essayez, hein, allez-y, vous êtes là pour ça. Hein. C'est-à-dire que je vous le partage. Il est collaboratif. Ces messages, vous avez vu, c'est des personnes de stages précédents qui les ont mis, je les ai laissés. Faites le vôtre. Ce que je vous encourage, c'est double-cliquer sur l'écran, n'importe où. Ça ouvre une bulle. Dans cette bulle, vous pouvez télécharger une photo ou prendre en photo quelqu'un, mettre un lien vidéo ou rien mettre du tout, juste taper un texte. Faites-le, à minima, et on va voir apparaître des choses. Alors effectivement, il y a peu de résolution, donc ça va apparaître vraiment beaucoup plus bas. Mais voilà, que quelqu'un au moins m'ajoute quelque chose aujourd'hui, on le verra à minima par rapport à la dot. Ben, ici, vous voyez, moins d'une minute, hello, hello. Donc ça, c'est quelqu'un de la salle qui vient de le mettre. Ici aussi, le numérique amplifie. Et ce que je vous encourage maintenant, c'est les autres. Même si vous n'avez pas mis de message, venez voter là-dessus. Venez cliquer sur les mains. Donc on va voir les compteurs des petites mains. Voilà, c'est plus parlant avec une photo, effectivement. Alors, je vais vous montrer un usage que j'en ai en début d'année. Alors, quand j'ai un groupe avec un volume de cours suffisant, hein, je ne fais pas ça si j'ai 10 heures de cours avec un groupe, mais un groupe que je dois suivre sur l'année, donc j'aime bien avoir un trominoscope, puis surtout, j'aime bien l'utiliser en prétexte au déglaçage. Alors, le déglaçage, c'est apprendre les élèves à se connaître en début d'année très vite, d'accord ? Pour augmenter la dynamique de groupe. Et en général, l'enseignant qui fait ça, il démarre avec une dynamique de groupe intéressante. Bon, voilà, au moins, on sait que c'est vous qui l'avez posté. Aïe ! C'est un piège, ça. Ça existe encore, incroyable. Allez, je plaisante. OK, donc ça c'est fait. Alors je vais vous montrer justement des exemples. Alors où est-ce que je les trouve ? Voilà, je vais vous montrer celui-là. Donc ça, c'est mes étudiants qui l'ont fait en début d'année, voilà, pour s'entraîner. Et c'est à la fois le trombinoscope et puis à la fois le lien, vous voyez, vers les supports de cours. Alors je vais vous en montrer un autre qui est un peu plus fini, celui-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment le trombinoscope, vous voyez. Et alors comment je le mets en scène, ce trombinoscope ? Ben, simplement, en fait, ils sont censés, en début d'année, pendant la première pause que j'ai avec eux dans mon cours, je leur dis, vous allez à la pause, donc autour du café, etc., vous vous mettez en binôme avec quelqu'un, peu importe, vous apprenez à connaître cette personne, donc vous devez revenir de la pause avec 3 ou 4 trucs à dire sur elle, de loisirs, de choses qui la caractérisent. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de se découvrir les uns les autres, d'échanger des infos personnelles, et ils sont censés aussi la prendre en photo. À la pause, comme ça, en plus, il y a le soleil, c'est les photos de l'extérieur. Et ils reviennent, donc ils double-cliquent sur le tableau, ils ouvrent une fenêtre, ils téléchargent la photo qu'ils ont prise, et ils renseignent les 3 ou 4 caractéristiques de la personne. Ça veut dire que la fiche de la personne, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc déjà, la mise en scène est plus simple à faire que si c'est soi-même qui parlons de nous-mêmes, c'est pas terrible. Et en même temps, ça les a mis en situation de se connaître, ça dynamise. Donc en général, au retour de pause, on sent les étudiants un peu plus soudés, puis plus participatifs quand c'est le démarrage d'année. Puis en même temps, ils n'ont découvert pas de lettres. Ils s'en sont pas rendus compte, mais dans l'année, après, ça revient. Ils disent « Ah, mais on ne pourrait pas utiliser ça pour faire ça. » Puis c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est-à-dire que quand je mets des outils numériques, souvent, je ne forme pas aux outils numériques. Je les mets, et les étudiants s'en débrouillent. Voilà. Alors je leur dis si, ouais, comment ça marche, si tu double-cliques là, puis après tu suis le truc, bah, eux-mêmes ils voient hein, photo, vidéo, texte, pas besoin de former quoi. Voilà. Donc ça c'était la métaphore du tableau blanc, post-it, du tableau de liège.
Alors, quelle amplification? Vous allez me dire, oui, mais ça me sert à quoi? Moi, j'ai déjà un tableau de liège et j'ai un tableau blanc en plus dans ma classe. J'ai pas besoin de ça. Ça ne crée pas d'interaction avec les pairs. Oui. Alors, on pourrait dire, oui, mais si les gens se lèvent puis ils déplacent les post-it, il peut y avoir un peu de déplacement classe. Comme il n'y a pas de structure. Oui. Ici, c'est complètement différent. On peut y trouver d'autres amplifications, mais celle-là est juste. Quoi d'autre? Vous savez ce qui se passe sur un tableau liège quand il reste un peu trop longtemps? Il disparaît. Bah oui, il y a du ménage, etc., les vacances, les trucs. Donc c'est la capitalisation numérique. Souvent on dit, ouais, préparer des cours en numérique, ça prend un temps fou, les enseignants n'ont pas le temps, etc. Bah, il faut apprendre à capitaliser. C'est-à-dire que tout ce que vous faites une année, vous pourrez l'exploiter les années suivantes. Et moi, chaque année, j'améliore un petit truc. Je dis, ah, l'année dernière, j'avais galéré là-dessus, il faut que je l'améliore. Donc je vais passer une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis paf, c'est capitalisé. Donc l'année suivante, je repars un peu plus haut. Et l'année suivante, encore un peu plus haut. Et dans chaque classe. Donc le challenge, c'est pas dire je mets tout sur une classe, puis les autres, rideau. Non, c'est je mets un peu d'effort sur toutes les classes, j'améliore des petits trucs. Et chaque année, ça capitalise. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure, nos cours sont de plus en plus rodés, de plus en plus outillés, et de plus en plus amplifiés par le numérique. Donc là, c'est du gain de temps, de la structuration, c'est-à-dire que le même contenu, là, si je leur dis maintenant, vous me le réorganisez autour d'un arbre, parce que c'est un arbre en SVT avec des feuilles, etc., eh bien, ils n'ont qu'à bouger leur bulle. Je dis maintenant, vous me le réorganisez du plus important au moins important. Ben, ils réorganisent, bulle, parce que je peux copier-coller un tableau. Hein. Donc je peux en faire plein. Alors que votre tableau de liège, quand il est plein de post-it, bah, Tintin, quoi, c'est mort. Hein. Donc là, on a aussi, il ne faut pas oublier, un tableau de liège infini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, vous avez commencé avec vos post-it, vous êtes super enthousiaste, puis il n'y a plus la place. Alors, on continue sur le mur, puis alors, les post-it, ils ne collent pas, ils tombent. Puis après, c'est vite galère. Alors que là, en fait, il est infini, le truc. On étend au fur et à mesure. Amplification. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire sans. Mais il faut voir si on peut faire mieux avec. Et si c'est vrai, à ce moment-là, vous gardez. Sinon, c'est-à-dire non, mais l'objectif, c'est qu'après, il soit catégorisé, c'est-à-dire c'est l'exploitation. Donc, on met toutes les infos qu'on souhaite traiter, que ce soit sur un mur, sur une table, ou sur un mur informatique, c'est pareil. Puis après, l'objectif, c'est le traitement pédagogique que vous avez derrière. Par exemple, en SVT, ça veut dire, bon, vous avez fait des photos en forêt, vous me mettez dans un coin toutes les photos de feuilles, dans un autre coin toutes les photos de racines, toutes les photos de troncs, etc. Et maintenant, vous apprenez à regrouper la feuille qui va avec l'écorce, avec le machin. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant, je dis n'importe quoi, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais ne serait-ce que montrer à l'élève la progression du projet, ben voilà, avec sa phase initiale, par toutes les étapes, quelque chose de très procédural. On peut comparer et l'élève voit toute la trame progressive avec une guidance. Alors je vous cite un usage, parce que vous m'y faites penser, et je vous en remercie. Un usage que j'ai trouvé super pertinent, c'était en histoire. Il y a des profs d'histoire? Alors je ne vous le dis pas là. C'était faire une frise chrono. Alors l'enseignant, il balance dans un Padlet, en vrac, tout un tas de photos qui représentent les concepts historiques qui sont à trier sur une frise. C'est-à-dire ceux qui veut faire mémoriser avec des dates un peu clés de son cours. Il balance en vrac. Les élèves devaient identifier ce que représentait la photo, mettre le nom du concept et la date. Et enfin, les réordonner sur une frise. Et donc, on avait un grand tableau, comme ça, long, avec toutes les photos dans l'ordre. Alors, vous pouvez le trouver, hein, si vous allez sur Padlet. Il y a une rubrique exemple de Padlet partagée par les enseignants, et elle y est dedans. Donc, celle-là, je l'ai vue, et je trouvais que c'était une très, très bonne idée que l'élève fabrique lui-même la chronologie. Ça veut dire qu'il est obligé de négocier en disant « Ah non, ça doit être avant, ça doit être après ». Il est obligé de faire de la recherche. Ah ouais. Parce que là, il y a 5 compétences, 5 progressions d'apprentissage. Donc ça fait beaucoup d'inférences pour l'élève qui peut regrouper et ça lui fait sens. Ben, vous avez tout compris. C'est exactement ça. Mais c'est une question de bon sens après. Plutôt que de dire apprends des dates et tu te débrouilles. Moi, je suis passé par là, j'ai souffert en apprenant toutes les dates, toutes les capitales. Tu vas manger la même chose. Toi, je vais t'avoir au tournant, mon pote, tu vas voir. Mais non, c'est pas ça. C'est dire, ben, c'est simple d'apprendre des dates si en fait tu vas chercher le pourquoi du comment, si tu vas chercher à identifier en fait. C'est pas la date qui m'intéresse, c'est que tu retiennes qu'à cette date-là, il s'est passé ça. C'est comprendre l'événement. Donc déjà, il faut qu'ils comprennent ce que représente la photo. Donc mémoriser déjà qu'il y a eu des suites d'événements et pas juste des dates. Et puis après, les associer à des dates, trier. Et l'image, quelque part, le fait de l'avoir négociée, ça veut dire qu'elle est ancrée dans le cerveau. Et que quand on va parler de cet événement, on aura cette photo dans le cerveau. Et ça, c'est donner du sens. C'est ce que vous avez dit. J'ai juste une question technique par rapport à Padlet. Hmm C'est en
Oui, oui, c'est-à-dire qu'on peut les mettre... Alors, soit ils les rangent tout seuls par colonne, soit on les met nous-mêmes comme on veut. C'est-à-dire que dans la config, on peut faire plein de choses. Dans la disposition libre, disposition contrainte, disposition rangée. Il y a plein d'options. De même, sur la sécurité, parce que souvent, c'est ce genre de questions qu'on me pose. Oui, mais on est censé garder de la confidentialité, données personnelles, etc. On peut faire en sorte que ce soit totalement fermé. Hein, donc les personnes ne peuvent rentrer qu'avec un email. Là, ce n'est pas le cas. Hein. J'ai fait en sorte que vous puissiez rentrer dedans facilement. Mais si je rentre vos emails, on peut clôturer ça d'une manière sévère, ce qui fait que personne d'autre rentre. Donc même avec des petits, du moment qu'ils ont un email, on peut clôturer les choses. Bon, après, même s'ils sont plus petits, qu'ils n'ont pas d'email, on s'en fiche, on fait comme j'ai fait là. Simplement, du moment qu'il n'y a pas leur nom, il n'y a pas leur trombine ou autre, on s'en fiche. Hein. Ils ont mis une photo d'arbre dedans. Qu'est-ce que vous voulez que les parents râlent? Il n'y a pas de... C'est que de la pédagogie. Il n'y a rien sur eux de gênant. Donc on peut faire ça même plus bas. Hein. On peut aussi modérer. Oui, bien sûr. Là, j'ai fait en sorte que ça apparaisse directement. Mais on peut faire en sorte que toute publication ne soit affichée que si j'ai dit oui. Alors après, comprenez bien que moi, je ne vous vends pas des outils. Je vous vends des usages. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est les différentes formes d'interaction pédagogique qui peuvent être intéressantes. Que vous utilisiez ces outils ou d'autres outils, moi ça m'est égal. D'accord ? Il y a plein d'outils pour faire du quiz, il y a plein d'outils de tableau blanc, il y a plein... Je vous en montre un dans chaque catégorie qui me plaît bien, qui fonctionne à peu près, et qui a une bonne ergonomie, c'est-à-dire que sur lequel je n'ai pas besoin de former mes élèves. Moi, je n'ai pas envie de former au numérique. J'ai envie qu'ils fassent des choses avec le numérique, c'est différent. Bon, après, je forme quand il faut, je leur montre je leur fais une petite démo, on va dire. Donc le tableau blanc mur d'image, on a fait. Maintenant, le vrai tableau blanc collaboratif d'écriture, c'est-à-dire que là, c'est la métaphore du feutre et du stylo. Donc vous allez y aller, vous cliquez sur le lien, vous rentrez ici votre surnom. Donc moi, je vais m'appeler Jeff C. C6, tiens, très bien. Et vous y allez. Faites pareil que moi. Hein, vous avez cliqué sur ce lien-là, le tableau blanc collaboratif, et vous arrivez là-dessus. Et donc là, on est sur un tableau blanc infini, où tout le monde peut se lâcher avec ses marqueurs, coller des photos, etc. Donc par rapport à Padlet, c'est plus basé sur l'écriture, le dessin. En fait, c'est de la collaboration de type dessin. Donc imaginez que vous vouliez faire travailler un concept autour du dessin, bah, ça veut dire qu'un peut commencer à structurer, notamment en architecture, en disant « moi je verrais bien ça », l'autre il arrive « non, non, là il faut effacer ce mur et mettre là ». Bah, en fait, on le fait collaborativement ensemble au tableau. Et là, vous êtes en train de dessiner ensemble. Donc en général, quand on lance ça auprès des élèves pour leur faire découvrir, ça rature de partout, tout le monde s'éclate. Au bout d'un moment, on dit bon, on nettoie maintenant et on bosse. Donc vous voyez que vous êtes plusieurs reliés dessus. Hein. Et là, bon, avec la vidéoprojection, je vois qu'un tout petit bout, hein, mais j'imagine que vous êtes en train d'écrire bien au-delà. Donc ça doit vous faire retenir une chose, c'est qu'il y a un équipement important dans une salle où on fait du numérique, c'est un vidéoprojecteur haute résolution. Alors, vous savez, de nos jours, c'est des vidéoprojecteurs HD, c'est-à-dire 1980 par 1920 par 1080. Et vidéoprojecteur HD, ça veut dire qu'il m'affiche toute la surface de mon ordinateur portable, dans la largeur. Ça me permet en même temps d'afficher 2 pages côte à côte. Ça, c'est un bel équipement à avoir. Oui ? Les gros enjeux dans l'équipement des salles de cours, des salles de classe, en tout cas les c'est les communes, c'est les communautés locales qui payent, en général, et puis on a plus au vidéoprojecteur, on est là à l'interactivité. Un TBI, vous voulez dire ? Un TBI, en général, c'est... Est-ce que je peux continuer de demander à mes communes, d'après vous, si je suis séduit parce que c'est les traits, dans ce cas-là, on leur dit marche arrière et on reste Le TBI, en général, a une bonne définition. Simplement, il rajoute l'interactivité. Moi, là, si je clique, il ne se passe rien. Mais si j'étais sur un TBI, je pourrais dessiner, là. Donc, ça veut dire que si vous l'utilisez pour sa fonctionnalité tactile, je dirais continuer. Maintenant, il se trouve que souvent, les enseignants, par manque de formation, ont un tableau blanc interactif face à eux, mais l'utilisent comme un vidéoprojecteur. C'est-à-dire n'utilise pas la fonction tactile. Donc si c'est ça, je dis c'est du gaspillage. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'investissement qui ne sert pas finalement dans toutes ces fonctionnalités. C'est utile parce qu'il y en a qui ne sont même pas au vidéoprojecteur, qui utilisent le TBI comme un ancien tableau noir. Donc ils utilisent la fonction tactile. Ouais, très bien. Sauf que l'amplification, là, elle est où? C'est qu'ils appuient sur une touche et puis ils récupèrent tout ce qui a été dessiné sur clé USB, ils le distribuent à leurs élèves. Il faut leur montrer ça.
Oui. Une question, est-ce que c'est possible de brancher l'iPad au TVI? Par exemple, si je veux former les élèves au pré-réglage de l'iPad, je sais pas, l'édité local, etc. Est-ce que je peux aussi faire ça? Oui. Ok. C'est-à-dire que chaque technologie, alors là vous citez Apple, alors je crois que ça s'appelle Apple Air. Alors je ne suis pas très Apple, hein, donc je ne peux pas exactement vous montrer, parce que moi je suis plutôt sous Android et PC, mais chaque technologie, chaque système d'exploitation a un système pour projeter l'écran sur un autre écran. Par filtre, certainement, par air, c'est pas certain. Apple TV? Oui. Ok. Mais ça dépend de comment c'est connecté le réseau. Bah, c'est ça. Parce que si c'est connecté, s'il n'y a pas de bonjour, ça passera pas. Bah, sinon, plus simple, vous achetez un câble. Et voilà, c'est ce que je vais demander. Plus simple, vous achetez un câble. Avec le câble, ça passera toujours. Mais sans câble, il faut avoir une organisation du réseau Wi-Fi qui est spécifique. Il faut un truc qui s'appelle bonjour, si vous n'avez pas bonjour. C'est ça. C'est le type de connexion Voilà. Wi-Fi, et si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Parce qu'avec les nouveaux, par exemple, même Mac Air où l'embout est différent, l'entrée. Non, ça, on y arrive avec n'importe quelle machine. Ok. Ça, il n'y a aucun problème. C'est ça. Il y a des connecteurs. Avec n'importe quelle machine, il y a toujours des adaptateurs qui vont là pour les fesses, mais il y a toujours des adaptateurs. Oui. Chez Apple. Le problème, c'est pas ça, le problème, c'est le réseau. D'accord. Depuis 2 générations d'être on n'a plus besoin de bonjour. Il y a plus de bonjour. Bon, ce que je vous propose, oui, allez-y, finissez. C'est du détail technique, c'est pas. Voilà, finissez juste la phrase éventuellement, parce que je pense que ça intéresse, puis après on va clore ce chapitre, parce que c'est un problème technique qui est facile à résoudre. Il suffit de s'adresser à la bonne personne, au bon rayon de magasin, il va vous vendre le truc. C'est pas très compliqué. Mais finissez votre phrase si vous voulez. Non, c'est simplement que les 2 dernières générations d'Apple TV font la découverte en Bluetooth. Puis après, il y a un appairage en Wi-Fi qui se fait entre l'émetteur et puis l'Apple TV. En fait, on n'a plus besoin de bonjour, fondamentalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies s'adaptent. Maintenant, la télé que vous avez dans le salon, en fait, elle est capable de recevoir ce que vous projetez à partir de n'importe quel écran, ou n'importe, par exemple sur YouTube ou autre. Et pour peu que vous ayez en plus des appareils de la même marque, ils le font nativement. C'est-à-dire, par exemple, un téléphone Samsung avec une télé Samsung sont déjà connectés. C'est ultra simple. Mais bon, effectivement, la première fois, on peut avoir des difficultés. Une fois qu'on a compris, après, on peut projeter à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi. C'est possible. Donc là, vous avez vu la métaphore du tableau blanc pour dessiner. Donc ça veut dire que je vous ai fait collaborer sur une structure linéaire de type texte, sur une carte mentale non linéaire, sur un tableau liège, punaise, post-it, bon, mur de photos, et puis là, sur le tableau blanc où on dessine, c'est-à-dire qu'on partage des concepts dessinés. Donc vous voyez qu'en fait, tout ce qu'on faisait ou tout ce qu'on fait sur papier, on peut le faire à travers du numérique, en collaboration. Donc l'avantage, c'est qu'au lieu d'être 2 à collaborer sur un bout de papier, on peut être 20 ou 30, et on n'est pas obligé d'être ensemble au même endroit physique. Donc ça veut dire qu'on peut aussi le faire à distance. On peut capitaliser, sauvegarder ça pour les années suivantes, continuer le travail un an après, alors que le mur liège, ça fait longtemps qu'il a été nettoyé. Donc tout ça relève des facteurs d'amplification dont je vous parlais ce matin et en début d'après-midi. S'il n'y a pas amplification, il ne faut pas faire de numérique. Alors combien de temps il me reste? Pas beaucoup. Comment je hiérarchise la suite? Alors, ça vous intéresse la capsule vidéo? Faire vite fait des capsules vidéo? Parce que là, il faut que je hiérarchise, j'ai plus beaucoup de temps. Oui, je vous montre? Allez, screencast automatique. Alors, là, pour le coup, vous me regardez. Hein, parce qu'il y a un petit client qui a été installé la première fois que vous irez sur le lien, ça va installer un petit client. Et ce petit client va vous permettre de faire de la capture d'écran vidéo. Et donc, vous allez, par exemple, pouvoir diffuser un PowerPoint sur votre écran, puis en même temps filmer votre trombine si vous le souhaitez, c'est incrusté automatiquement, ou que le PowerPoint, ou que votre trombine si vous faites une téléconférence, et diffuser ça sur un flux, ou le capturer et le mettre en ligne, par exemple sur YouTube. Donc, démonstration en live, ça sera plus parlant. Donc, je vais faire Start Recording. Voilà. On va lancer le recordeur. Alors le problème, c'est qu'avec la résolution, des fois, ouais, bon, ça va, ça passe. Alors vous êtes limité à 15 minutes, mais la recherche dit qu'au-delà de 10 minutes, il y a une perte d'attention terrible. Donc 15 minutes, c'est largement suffisant. Donc vous en faites plusieurs de 10 minutes plutôt qu'une grosse de 2 heures que personne ne va regarder. Ça, c'est la théorie. Ensuite, vous pouvez régler ici ce que vous capturez comme taille. Donc là, je vais prendre le plein écran. Et vous voyez, je vais mettre ma trombine ici pour dire que je peux en même temps
montrer ma présence, transmettre aussi le langage non verbal par ma gestuelle, etc., pour ceux qui y sont attachés. Hein, et puis ça peut être important que la personne, enfin, que l'apprenant voit aussi le prof en train de s'exprimer. Donc vous pouvez le désactiver ou pas. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je mets que écran, j'ai pas. Là, je peux avoir que la webcam, c'est-à-dire qu'on voit que ma trombine. Ah, je vais prendre ça, c'est mieux. Ou les deux. Voilà. Et partant de là, après, je lance l'enregistrement et je vais faire court. C'est-à-dire que je vais parler sur mon PowerPoint, je vais montrer les images que je commente, etc. Donc là, je pourrais très bien continuer à faire mon cours en disant, bah, voilà, dans le document atelier Biode, vous allez trouver ensuite le logiciel visioconférence. Je vais vous montrer comment faire de la visioconférence simple sans avoir de compte. Le seul problème, c'est est-ce que mes jeunes vont avoir un mail, vont vouloir créer un compte. Voilà. Donc là, je suis en train de faire court, je suis en train de changer à l'écran Enfin voilà, je suis en train de changer d'écran, de montrer des choses. Puis quand j'ai fini mon cours, quand j'ai fini mon explication, j'arrête la vidéo. Je peux la regarder. Parler sur mon PowerPoint, je vais montrer les images que je commente, etc. Donc là, je pourrais très bien continuer à faire mon cours. Ah oui, vous voyez, il a entouré le curseur en jaune pour qu'on le localise. Hein. Vous allez trouver ensuite le logiciel. Bon, moi je m'en vais, je vous laisse. Vous l'avez payé cette application? Non. Tout ce que je vous montre, gratuit. Sinon, je ne montre pas. Donc là, je suis en train de changer à l'écran. 15 minutes. C'est inférieur à 10 minutes. Pardon? Oui. Et on considère qu'il y a de la perte, il y a énormément de perte d'attention au-delà de 10 minutes. Donc il faut se tenir à 10 minutes. Faire plusieurs chapitres en intercalant notamment des quiz, des questions. C'est-à-dire qu'il faut rendre actif au milieu de quelque chose où on est plutôt passif, dans une vidéo où on est plutôt passif, même si c'est que 10 minutes, il faut intercaler de l'activité. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la perte d'attention. Donc on va mettre autre chose, par exemple une activité de réalisation, de réponse à des questions, etc. Alors je passe vite, hein, c'est juste pour vous montrer la suite, parce que de là, il y en a qui disent « ouais, mais après il faut héberger, puis après il faut les partager aux élèves, c'est dur, donc faire de la classe inversée, ça va poser des questions technologiques. » Ben, regardez, moi je dis, vous faites ça, vous cliquez sur « Fait ». La première fois, j'ai logué ça sur mon compte YouTube, alors il faut avoir une chaîne YouTube. Mais bonne nouvelle, si vous avez un compte Gmail, vous avez une chaîne YouTube. Qui a un compte Gmail? Donc vous avez tous une chaîne YouTube. Ce n'est pas un argument. Donc, je clique sur YouTube, je dis ouais, tu vas m'enregistrer ça, ok. Alors je vais le mettre en privé pour que personne ne la trouve. Je mets le secteur, éducation, etc. Puis je fais publier. Et ma vidéo, dans quelques... Alors ça dépendra du débit. Dans quelques temps, on va dire, sera sur YouTube accessible à tout le monde. Alors je l'ai mis en privé, donc elle ne sera pas accessible précisément à tout le monde, mais il me suffirait que je coche une case pour que vous puissiez y aller et aller la chercher, cette vidéo. Donc c'est-à-dire que je l'ai distribuée à ma classe très facilement. Ah non, après, si vous la mettez publique, la vidéo, ou privée, mais partageable par un lien, parce qu'il y a les 3 niveaux de sécurité dans YouTube. Donc privé, ça veut dire qu'elle apparaît nulle part et personne n'y a accès. Privé, mais partage de lien, vous donnez le lien, toutes les personnes qui ont le lien peuvent voir la vidéo. Public, c'est-à-dire qu'elle est référencée par YouTube et qu'ils vous mettent en avant. Oui? Une question un peu d'un autre. Oui? Caricaturant un petit peu, est-ce que vous avez observé ou mené une étude sur la perception des enseignants dans l'évolution de leur métier avec l'introduction de ce nouveau outil, une caricature d'enseignants qui n'ont pas une pédagogie très active, qui se sont dépositaires d'un savoir qu'ils transmettent, qui répond à une partie du fantasme scolaire de partie de la société. On apprend les dates, puis c'est bon de les savoir et partager ce savoir. Un peu une école républicaine, même à Chicago, par exemple. Et avec l'introduction de ces outils, passer à un enseignant qui aurait le sentiment d'être un animateur validateur. C'est très socio-constructiviste comme approche, donc on valide ce qui est correct, on écarte ce qui n'est pas, mais c'est lui qui apporte les choses les plus... Oui, mais là vous partez du concept que parce qu'on vous montre ça, il faut faire que ça. Et c'est le mythe que je casse tout de suite. C'est pas parce que je vous montre des outils numériques que tous vos cours doivent avoir des outils numériques. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut avoir des approches actives avec les étudiants que vous n'allez plus faire de cours magistraux. C'est des moments donnés où quand il faut conceptualiser vite, on transfère. Mais après, tout de suite, on les met en action dessus. On contrebalance. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on dit tous les cours, on met du numérique, tous les cours, c'est les élèves qui bossent et le prof qui assiste et qui aide et qui fait des petits points de détail. Non. C'est-à-dire que, si vous voulez, alors, quand j'ai le temps, je montre
la quinzaine ou la vingtaine de scénarios pédagogiques que je fais avec mes élèves. Et une fois qu'on a compris cette diversité, en fait, tout l'enjeu, c'est de varier vos approches pédagogiques avec vos élèves et de faire en sorte qu'ils soient à chaque fois surpris à la limite. Parce que classiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils s'installent, ils sortent une règle, un stylo, une feuille de leur cartable et ils commencent à écrire. Mais si quand ils arrivent, vous dites, bon, sortez vos téléphones. C'est quoi ça? Ou mettez-vous par groupe de 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc à chaque fois, c'est quelque part varier les approches, mais bien sûr, garder sa place au magistral. Il a toute sa place encore, le magistral. Simplement, on peut le diminuer un peu au profit d'autres. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'arrive à l'intégrer dans la gestion du champ. D'accord. Ce qui est intéressant dans les outils, je trouve que vous avez présenté dans le cadre des élèves à besoins particuliers, si je prends cet exemple-là, c'est notamment par rapport à l'estime de soi, à l'aspect motivationnel, parce qu'à quelque part, en utilisant en alternance Oui, la vidéo sur le YouTube. logiciel numérique à son enseignement, à la pédagogie et l'enseignement je trouve qu'on renvoie à l'élève un peu le lead, c'est-à-dire qu'il va de lui-même être un peu l'acteur de l'appropriation des connaissances. On va lui laisser ce rôle-là. Et je trouve que l'élève va beaucoup plus s'identifier à sa propre production qui est prise dans une co-construction avec le flux de l'émotion qu'on lui transmettre. Et je trouve qu'un aspect motivationnel, notamment aussi pour l'estime de soi, ça peut engendrer des effets positifs sur le comportement des élèves face aux apprentissages. Pour autant, l'enseignant a trouvé un intérêt de l'amplification, que ce soit au niveau de la gestion du temps, au niveau de... Voilà. Et c'est ce qui va entraîner après des comportements qui seront moins merci par rapport à... Alors, vous l'avez dans le processus en gagnant que je ne vous ai pas montré ce matin, hein, et que je n'ai pas eu le temps de détailler. En fait, vous avez tout l'enchaînement qui est un enchaînement humain, de phénomènes humains qui s'enchaînent. C'est-à-dire quand on les met dans ces situations-là, ça développe leur estime de soi, donc leur motivation, donc leur participation, et on va tout de suite vers des pédagogies actives. Et après, ils sont habitués. Mais ce n'est pas parce qu'un jour vous faites un cours magistral qu'ils vont mal le prendre. Hein. Ils comprennent qu'il y a une possibilité, enfin, on va dire une gamme de scénarios pédagogiques différents, et puis le fait que vous variez, ça leur va bien. Mais ça, on comprend pour autant que l'enseignant ne voit plus une véritable objet de substitution. Oui, ouais, c'est avoir une approche un peu écologique du numérique, une approche correcte de ce que ça peut apporter et de ce qu'il faut éviter aussi en matière négative, bien entendu. Donc vous avez vu la vidéo sur YouTube, hein, donc ça veut dire qu'elle était bien hébergée facilement. Et puis, je pourrais conclure en vous montrant un outil de visio qui est Apérine. Ça veut dire que si vous vous y connectez aussi, cliquez dessus, que quelqu'un clique dessus sur le lien Apérine qui est dans le Google Doc. Cliquez dedans. On va se retrouver en visio instantanément alors que vous n'avez pas créé de compte. S'il y en a un qui y va, il va apparaître à côté. Là. Et puis on papote. Moi, je suis là. Qui se met en face? Voilà. Salut, ça va? Alors, s'il y en a un troisième, on va être 3, hein, jusqu'à 8. Bon, c'est dur la visioconférence? Donc, si vous voulez interagir avec votre classe ou avec un élève qui a une difficulté à la maison ou autre, c'est possible. Après, libre à vous de l'organiser, hein, de le cadrer, etc. Bon, en tout cas, les outils existent. Donc, on n'a pas d'excuses liées à l'outil. Et une dernière petite chose, c'est ce genre de choses. Si vous êtes dans des établissements où vous avez des problèmes de Wi-Fi et que vous voulez faire du partage numérique avec vos étudiants, notamment sur tablette ou autre, vous pouvez acheter ce genre d'outils. Ça vaut une quarantaine d'euros. Alors en francs suisses, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais enfin, c'est voilà, une cinquantaine de francs suisses. Il y a une belle batterie dedans qui permet déjà de charger votre smartphone, donc ça c'est utile. Puis après, dedans, il y a un routeur Wi-Fi. Vous branchez une clé USB là. Et les fichiers contenus sur la clé USB sont partagés en Wi-Fi à toutes les gens qui sont connectés à ce Wi-Fi. Donc ça vous permet, même en forêt, alors imaginez vous êtes en forêt, puis ils ont leur tablette, et puis ils doivent catégoriser des choses. Ben, même en forêt, en fait, vous avez votre borne Wi-Fi dans la poche, et puis ils sont avec leur tablette là en train de venir chercher des ressources sur votre clé USB, ou en train d'ajouter des ressources sur votre clé USB. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des choses qui relèvent d'un ENT, mais transportables. On peut la connecter au 4G? On peut la connecter, alors si 4G, je pense qu'il y en a une, mais pas celle-là. Mais par contre, elle peut se connecter à un réseau Wi-Fi pour attribuer Internet au réseau. Mon téléphone portable au Wi-Fi, quoi. Par exemple, ou moi je la relie à ma box, hein, ou même à la fac, quand c'est pas trop sécurisé. Et ce que ça permet aussi à des invités qui n'ont pas de compte d'accéder à un réseau.
Voilà, donc ça, c'est des matériels qui permettent de s'affranchir de certaines contraintes liées au manque de connectivité, en fait. Voilà, donc on va en rester là, puisque le temps a été écoulé. Merci de votre participation. Merci. Pardon ? Ah, le nom de la borne, c'est un Hutu. Hutu. H-O-O-T-O-O.